Bien avant, M. Chelou Lawson, nous parlons de cette aide humanitaire annoncée par Washington, montant total 572 millions de dollars, une aide humanitaire que Washington inscrit justement dans un registre bien assez particulier. Les États-Unis, soucieux de réaffirmer leur engagement pour la stabilité et le développement du continent africain. Votre grille d'analyse d'entrée sur l'aide en question. Merci, M. Nguédé, d'avoir mis cette thématique, pour l'avoir soumis à notre grille d'analyse et à nos réflexions. Il me semble que cette proposition, en tout cas cette annonce des États-Unis, amène quand même à se positionner dépendamment de la façon dont nous voulons avancer pour le continent. Il s'agit justement de porter notre analyse, soit d'un côté où nous restons dans cette forme d'architecture, n'est-ce pas, colonialiste, impérialiste, qui ne comprend pas les enjeux, ou du moins qui accepte ce qu'on appelle la servitude volontaire. Et de ce point de vue, eh bien, on ne peut qu'applaudir, danser, chanter et louer les États-Unis de venir en aide aux pauvres que nous sommes, aux désœuvrés que nous sommes et qui souffrent, n'est-ce pas, des aléas ex nihilo de la guerre, de la famille, des problèmes écologiques et tout ça. Et donc, nous avons le bon samaritain qui vient, l'ange, qui vient aider les Africains que nous sommes, les pauvres Africains que nous sommes. De ce point de vue, on ne peut que montrer, n'est-ce pas, beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance, n'est-ce pas, envers ce grand samaritain, ce géant qui toujours a à cœur le bien-être des Africains. Donc, il y a une grille de lecture qui va dans ce sens et qui amène justement les Africains, la plupart, certains États, certains hommes politiques à qui on a inculqué cette façon de penser, ce logiciel, n'est-ce pas, par l'aliénation culturelle, l'aliénation politique, et qui, dans ce plaventrisme, n'est-ce pas, soutiennent cette démarche. De l'autre côté, eh bien, il faut comprendre les enjeux. Il faut sortir de cette architecture. Il faut aller vers ce qu'on appelle la rupture épistémologique, la rupture, n'est-ce pas, sur le plan ontologique, pour comprendre les vrais enjeux et poser les vraies questions. Et in fine, on comprend alors que cette aide humanitaire est tout simplement une façon encore de clochardiser les Africains, de continuer cette vieille rengaine qui a de sapeurs-pompiers où on crée le désordre et on vit en même temps pour dire qu'on veut éteindre le feu. Et comme ça, eh bien, on est à la fois les victimes de cette situation. Je pense qu'il me semble que les Africains doivent donc faire cet effort, n'est-ce pas, intellectuel, cet effort de prise de conscience pour ne plus apprécier ce genre de gestes dans cette forme de domination qui s'inscrit dans la logique de domination impérialiste. De quoi s'agit-il, M. Nguédé? Il s'agit justement pour le monde anglo-saxon qui, depuis 600 ans, a choisi, n'est-ce pas, de s'appuyer sur l'Afrique, sur ce qu'il a de mieux, c'est-à-dire ses ressources humaines, dont ces hommes valides, et qui a besoin justement, qui est venu les génocider par la violence, la prédation, pour s'accaparer de cette ressource, pour aller développer, n'est-ce pas, le nouveau monde, ce qu'ils appellent le nouveau monde, et que ce nouveau monde aussi est basé sur le génocide des Indiens et qui, quelque part, a permis à la construction des États-Unis, toute sa richesse basée sur cette exploitation, ce génocide, cet esclavage des Africains à grande échelle et aussi la construction de l'Europe. Le deuxième élément fondamental de cette dynamique, eh bien, c'est les ressources.
que dispose l'Afrique. Donc, au début du 19e siècle, avec la révolution industrielle, eh ben, on a pensé que, bon, voilà, les bras humains, les bras africains, c'est plus cher, ce n'est plus compétitif, ce n'est plus productif. Donc, la machine est en train de remplacer cette main-d'œuvre conveyable et taillable à merci. Eh bien, il faut maintenant, avec la révolution industrielle, les remplacer par la machine. Le problème, c'est que ces machines ont besoin aussi, n'est-ce pas, de carburant, d'énergie, de pétrole, etc. Et c'est où on trouve les fondamentaux, n'est-ce pas, de l'industrie, de l'industrialisation, qui est toujours en Afrique, le fer et tout ça. Donc, on est revenu en Afrique avec la colonisation, le travail forcé donc sur place pour que ces matières premières soient envoyées vers le cœur du capitalisme européen. Et donc, cela est toujours en fond de mire la violence, la déstabilisation, les guerres, le chaos. Et c'est ce chaos qui produit, n'est-ce pas, les déplacés de guerre, qui produit toute la désespérance humaine qu'on voit à travers les réfugiés. Alors, on revient quelque part pour dire, voilà, on va s'occuper de ces déplacés, on va s'occuper de ces réfugiés et on va faire tout simplement de l'humanitaire. Alors que l'humanitaire aussi est un outil politique, n'est-ce pas, au service de ce système de prédation et de violence. Alors, si les États-Unis veulent vraiment aider l'Afrique, je pense qu'il y a des fondamentaux, c'est de cesser sa politique impérialiste vers le continent africain, de permettre que l'Afrique puisse se développer aussi, et de créer un ordre mondial stable qui fait en sorte que les Africains puissent disposer de leurs ressources, n'est-ce pas, humaines, de leurs ressources naturelles, et aussi aient accès au développement au même titre que les autres grands pays. C'est ça, en réalité, qui va arrêter les guerres, qui va arrêter la politique du chaos, qui va arrêter la production, la machine productive, n'est-ce pas, des réfugiés, des déplacés et de toutes les drames humanitaires qu'on voit sur le continent. Mais M. Chelou, toute la mécanique du cœur de la solution. Sans le faire, eh ben, on est en train tout simplement de jouer à la politique de l'autruche, pas la politique qui consiste tout simplement à blesser et ensuite à venir à jouer au sapeur-pompier pour dire qu'on veut soigner le blessé. Mais que faisons-nous, M. Chelou, de ces besoins humanitaires qui se font de plus en plus ressentir? Il faut bien qu'à un moment donné, des personnes prennent en charge ce côté humanitaire de toutes les façons, que ce soit les États-Unis ou, je ne sais pas trop, l'Union européenne également, qui de temps en temps tend la main dans ce sens. Quand je reviens sur la phrase de Samantha Power, la directrice de l'Agence américaine pour le développement international, elle dit: aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis fourniront plus de 572 millions de dollars pour les efforts humanitaires au Burkina Faso, au Cameroun, au Tchad, au Mali, au Niger et au Nigeria. Ce nouveau financement portera le total de l'aide humanitaire américaine dans la région à plus de 1,2 milliard de dollars pour l'année fiscale en cours. On se rend compte, M. Chelou Lawson, que 1,2 milliard de dollars, c'est énorme tout de même en termes d'aide humanitaire, et que si on ne fait rien, les populations qui font face à ces besoins seront abandonnées à elles-mêmes de toutes les façons. Ben, il nous semble que si nous rentrons dans la logique économique, on voit encore l'arnaque, dans la mesure où les États-Unis sont propriétaires du dollar. La planche à billets, c'est au niveau des Américains. Donc, ils peuvent produire en quantité suffisante comme ils veulent. Donc, 1,2 milliard de dollars n'a de valeur que pour les pays qui sont privés et qui n'ont pas ce pouvoir impérial sur le dollar. Donc, de ce point de vue, je ne pense pas que c'est assez qu'il faut lui donner la pondérance nécessaire. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, eh bien, c'est 1,2 milliard de dollars participe à une politique étrangère d'influence des États-Unis. Ce n'est pas de l'aumône. Ce n'est pas de l'aumône. Quand vous regardez la cartographie des pays ciblés, c'est justement ces pays-là qui décident, n'est-ce pas, de sortir
de l'architecture néocolonialiste et impérialiste et de prendre en main leur destin et d'assumer leur souveraineté. On parle du Mali, on parle du Niger, on parle du Burkina, on ajoute le Tchad et le Cameroun. Et donc, quand vous voyez le panafricanisme aujourd'hui, où vous voyez un peu la volonté des Africains de s'arracher de cette domination impérialiste depuis ces 60 dernières années, en tout cas, vous voyez que c'est là où c'est le cœur du réacteur aujourd'hui qui reprend, n'est-ce pas, la volonté des Africains d'avoir de l'ambition de se projeter dans un futur, n'est-ce pas, plus grand et aussi de dépasser les horizons en allant justement en se départissant de toutes les chaînes, n'est-ce pas, de soumission, d'aplaventrisme et qui crée la pauvreté. Et c'est là où on veut éjecter essentiellement de l'argent justement pour revenir en force et garder ces pays africains sous contrôle, sous perfusion d'une certaine manière. Mais également, l'autre élément qu'il faut aussi remettre en relief, c'est une façon de contrer, n'est-ce pas, l'avancée, en tout cas ce qu'ils considèrent comme l'avancée des Russes. Et donc, il ne peut pas, depuis la doctrine Truman, partout où les Russes doivent être, nous devons les contrecarrer d'une certaine manière. Donc, c'est une guerre froide qui ne dit pas son nom et qui revient en puissance. Donc, les Américains s'en fichent pas mal vraiment des Africains. Hein. C'est une façon de contrer la Russie parce qu'on voit que ces pays-là, dans leur volonté d'émancipation, de souveraineté, ont diversifié des partenariats. Et ces partenaires, les partenaires les plus fiables, la Russie fait partie. Donc, comment contrer la Russie dans son déploiement, dans son influence? Eh bien, il faut justement injecter de l'argent. Et puis, puisque les Africains, il suffit seulement de leur distribuer quelques miettes, eh bien, vous ferez d'eux des heureux, des idiots utiles d'une certaine manière. Et donc, il faut comprendre également cette dynamique, cette logique, ce levier politique et diplomatique derrière ces financements. Et enfin, la question fondamentalement aujourd'hui, c'est que les Africains ont besoin de quoi? Ils ont besoin, n'est-ce pas, de construire des infrastructures. Ils ont besoin de sécurité. Ils ont besoin de développement, d'une économie stable. Alors, posons le vrai sujet en termes des agrégats macroéconomiques de cette économie en termes de nos matières premières, comment on les exploite, comment on les transforme sur place pour valeur ajoutée. C'est la question. Et les États-Unis disposent d'une technologie s'ils veulent vraiment permettre à l'Afrique de se développer. La question de la monnaie. La question de la monnaie aussi est un vrai enjeu. Donc les vrais sujets ne sont pas touchés. On voit toute la question de la sécurité et on voit chaque fois que quand les Américains s'impliquent pour les questions de sécurité, on a vu le cas du Niger, le résultat a été catastrophique, jusqu'à ce que le Niger a décidé, n'est-ce pas, de les renvoyer, de les renvoyer manu militari. Vous comprenez? Alors, je ne comprends pas cette nouvelle. J'ai l'impression qu'on se moque des Africains. On pense que les Africains sont des enfants. On peut jouer d'eux. On peut avoir des politiques de surplomb. On fait la politique de notre politique. On s'en fout réellement de ces Africains. L'essentiel, c'est qu'on puisse accaparer leurs terres, prendre leur pays comme des zones d'influence pour nos propres intérêts, sans réellement penser au développement du continent. Je terminerai par un exemple quand même qui reste assez mémorable. C'est la promesse du président Obama qui avait dit qu'il va électrifier l'Afrique. Il a fait 2 mandats. On n'a pas vu un seul pylône, n'est-ce pas, d'électrification du continent africain. La technologie est là, la volonté est là, mais ça ne participe pas au développement, n'est-ce pas, à l'hégémonie, à la toute-puissance, n'est-ce pas, du système anglo-saxon. Et donc, c'est la pauvreté, c'est le chaos, c'est le sous-développement, hein, c'est le racisme qui nourrit ce capital, ce système capitaliste. Et par conséquent, il faut maintenir les Africains sous la dette de la FMI et de la Banque mondiale. Au lieu de vouloir nous donner des aides, pourquoi la dette que nous avons là, ces pays-là ont des dettes auprès de la FMI? C'est les États-Unis qui ont mis en place ces institutions, puisque le dollar, c'est eux qui le produisent et qui le donnent à la FMI pour le prêter. Ils n'ont qu'à intervenir pour dire les dettes que ces pays-là, disons, effaçons la dette. Ces vraies questions ne sont jamais posées et on nous parle justement de venir en aide en distribuant quelques miettes par ici et par là. Le dernier élément, et vous me permettez de chuter là, c'est que les entreprises ou les organismes qui vont gérer cet argent,
c'est américain, on parle de USAID, et qui sont employés par des... Donc, c'est encore des entreprises américaines, c'est la main-d'œuvre américaine qui va pouvoir... Cet argent ne va jamais arriver en Afrique, ça va rester dans le circuit économique, n'est-ce pas, américain. Et donc, de ce point de vue, il me semble qu'il ne faut pas se laisser berner. Je terminerai là. Oui, mais cette fois, vraiment, vous terminez chez nous. Oui, très rapidement, depuis que Haïti, il y a eu le tremblement de terre à Haïti, eh bien, on a mis en place beaucoup d'argent. C'est la fondation de Bill Clinton et de sa femme, qui était secrétaire d'État, qui ont géré cet argent pour reconstruire Haïti. Jusqu'à présent, des Haïtiens réfugiés de ce tremblement de terre sont encore sous des tentes, dans des conditions exécrables, terribles. Cet argent n'a jamais pu reconstruire Haïti jusqu'à présent. Haïti s'enfonce dans le chaos. Et donc, voilà un cas où on parle de développement, on parle d'humanitaire, de beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas réussi à sortir Haïti du chaos. Donc, vous comprenez que nous sommes dans une forme de politique et spectacle qui va toujours chercher ce côté, en tout cas très raciste, d'un système anglo-saxon qui ne veut pas mourir et qui ne comprend pas qu'avec la dynamique des prix, c'est avec ce nouveau monde qui émerge de l'Afrique, a plutôt d'autres opportunités à aller chercher. Et c'est ça qui va constituer le meilleur devenir du continent africain. Merci à vous, chez Lawson. Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Niger, Mali, Nigeria. Voilà les pays concernés de près par ces 572 millions de dollars pour porter le total à 1,2 milliard de dollars américains sur l'année 2024. 1,2 milliard de dollars américains d'aide humanitaire pour le continent africain. Patient parfait d'homme. Ces pays cités peuvent-ils se passer de cette aide ou pas? Patient parfait d'homme. D'abord, je tiens à prendre à mon compte de l'excellent, le brillant développement de Cheikh Lanson. Mais c'est un développement dans lequel nous sommes revenus plusieurs fois, N fois. Et nous avons l'impression que il ne sert à rien de continuer à taper sur les États-Unis qui jouent leur jeu si nous-mêmes, nous refusons de prendre nos propres responsabilités. Les pays que vous citez, oui, ils ont quelque chose en commun que vous ne voulez pas voir. C'est la question des migrants, c'est-à-dire des déplacés de guerre en interne, dû à la guerre de Boko Haram autour de lac Tchad. Ce sont des pays qui sont pratiquement tous autour de lac Tchad. Nigeria, Tchad, Cameroun. Oui. Et bon, on a ajouté le Burkina Faso parce que là aussi la situation sécuritaire est difficile. Oui. Donc on parle de déplacés internes qui sont dans des conditions de précarité. Oui. Et les États-Unis ont le beau rôle de venir proposer leur aide pour aider à alléger les souffrances de ces déplacés internes. Mais pourquoi refuser si cette aide peut soulager ces populations patients parfaites d'une façon ou d'une autre? Le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème, je suis désolé de le dire, c'est l'attitude des dirigeants africains eux-mêmes. Tant qu'ils ne changent pas de manière de voir les choses, de manière de diriger leur pays, d'ambition propre pour leur propre peuple, parce que eux, en tout temps où nous avons ces populations qui souffrent, ces déplacés internes qui souffrent dû à la guerre, dû à la misère, de l'avancée du désert et tout ce que vous savez, les dirigeants africains de ces pays cités, eux, ils mènent un train de vie vraiment incroyable. Si je vous donne le prix de l'allocation d'un Boeing pour 1 heure, comme notre chef d'État et leur entourage ont l'habitude de louer des Boeing, vous mettez les mains sur la tête. Mettez les mains sur la tête. C'est plus de 100 millions de dollars. Alors qu'avec 15 millions, vous construisez les écoles, etc., etc. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Première chose, il faut qu'on ait un leadership conséquent. C'est la première condition. Oui, des gens qui savent pourquoi ils ont été mis là. On a des gens qui dirigent nos pays, mais j'ai l'impression qu'ils ne savent pas très bien pourquoi ils ont été élus, en admettant même qu'ils aient été élus. Et pourquoi ils sont à ce poste de responsabilité? C'est pour servir et non faire autre chose. Le train de vie de l'État, prenons ces différents pays, regardez le train de vie de l'État. Oui. C'est scandaleux. Les élites qui tentent de nous démontrer que c'est eux qui représentent le mieux
l'Afrique à l'extérieur, à l'international, regardez leur train de vie. Ils ne donnent pas l'impression qu'ils sont des Africains, au même titre que ces déplacés internes qui affrontent le diable tous les jours, au quotidien. Donc, je crois que c'est à ce niveau... de leadership, tout d'abord. Premièrement, de leadership et de patriotisme de la part des dirigeants africains. Parce que tout ce que Cheolou a dit, c'est bon. On l'a analysé, on est arrivé à ces conclusions depuis des années. Mais qu'est-ce qui cloche? Ce qui cloche, c'est que nous avons des gens qui ne tirent pas les leçons, c'est-à-dire les conséquences de cette réalité-là. Premièrement, les États-Unis nous promettent, par exemple, de donner de l'eau potable à ces potable, entre autres. Voilà. Mais justement... Bravo, bravo. La plupart de nos États savent pertinemment qu'il y a la question d'eau potable, d'offrir de l'eau potable à ces déplacés internes qui se posent. Allez voir. Est-ce qu'ils ont orienté une partie de la jeunesse en termes de formation, en termes d'acquisition de know-how nécessaire, dans des secteurs qui vont dans l'offre, j'allais dire technique et technologique, pour pouvoir créer, fabriquer localement du matériel qui pourra fournir de l'eau potable à ces populations? Eau potable, aide alimentaire, soins de santé. Agriculture, aide alimentaire. Oui. Qu'est-ce qui est fait? Soins de santé, qu'est-ce qui est fait? Donc, moi, je te prends un exemple. Moi, je suis dans mon village, Bodbeya, dans la Sanaga maritime, non loin de Ngambé. Il y a une coopération, je crois, norvégienne qui est venue dans toute cette région-là, offrir de l'eau potable à partir des châteaux d'eau que tout le monde qui écume ces régions connaît, qu'on appelle Skanwata. Ils ont mis les châteaux Skanwata, ils ont fait les adductions d'eau potable dans les petites masures de nos villages, ils sont partis. Quelques temps après, les premiers pannes sont arrivés. Il n'y avait aucun enfant dans le village qui a été formé pour pouvoir, n'est-ce pas, réparer ces pannes, soit de groupe électrogène, soit du moteur, soit de toute la quincaillerie qui fait marcher, n'est-ce pas, ce château d'eau. Conséquence, c'est vrai à Bodbeya, comme c'est vrai à Samba, le village de ma mère, la quasi-totalité de ces châteaux d'eau, Skanwata, offerts par les Norvégiens, sont totalement en panne. Les gens sont repartis pour boire l'eau des ruisseaux. C'est ça le problème. Or, l'État camerounais voyait très bien qu'il y a ce problème. Il y a ces châteaux d'eau qui ont été installés. Mais ils n'ont pas mis, soit en amont, ou ils auraient même pu se l'attraper, en aval, des centres de formation pour l'entretien de ces châteaux d'eau. Et voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Je suis scandalisé. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on soit dans un contexte. Mais bien sûr, c'est une quadrature de cercle. On va tourner éternellement là-dedans parce que si les autres continuent de jouer le jeu des bons samaritains de manière perfide, de notre côté, nous n'avons pas pris les mesures adéquates pour que nous cessions d'être des espèces de dindons de la taxe. Donc ça va continuer comme ça, mon cher ami. Donc c'est à ce moment, quand je crie, je vous dis, il faut investir dans l'éducation. Il faut qu'on domestique les sciences, la technique, la technologie. Deuxième élément dans cette affaire-là. Moi, je sors de Russie, là. J'ai fait Moscou-Kazan en train. Il y a beaucoup de zones où les entreprises, n'est-ce pas, sont tombées en faillite. Bon, on est en train de les reprendre. Les gens avec des meules essaient de tout nettoyer pour remettre l'espace viable pour de nouveaux entrepreneurs qui arrivent. Je n'ai vu ni un Chinois, ni un Français, ni un Américain dans ces secteurs-là en train de nettoyer ces entreprises et ces usines-là qui sont tombées en faillite. Tous, ce sont des Russes. Mais regardez, même pour faire un petit drain, on fait venir les Chinois. Mais c'est ça le mal de l'Afrique. C'est ça le mal de l'Afrique. On doit obliger les gens qui viennent nous donner des dons, de leur dire dans quel besoin nous avons besoin des dons. Deuxièmement, leur dire, tout à l'heure, nous l'a dit, c'est l'USAID qui va venir avec leurs techniciens pour nous dire, l'USAID, quoi faire. Non, de leur dire, non, on n'a pas besoin de ça. Nous avons des équipes africaines en place qui sont capables de faire ce boulot, que ce soit sur le plan technique, même sur le plan
administratif. Ce ne sera pas le cas. Donc ces aides-là ne nous serviront absolument à rien parce que nos dirigeants n'anticipent pas. Ils ne sont pas dans une volonté réelle de mettre en place un certain nombre d'éléments pour pouvoir compter sur nos propres forces et pour être en capacité de modifier, n'est-ce pas, l'espace dans lequel nous vivons pour que nous puissions vivre mieux. Voilà les problèmes. Nous avons par exemple, je sors par là, la question de l'exploitation de la mine de fer de Mbalam. C'est entre le Cameroun et le Congo. Bon, mais on nous explique des choses que moi je ne comprends pas. Tu ne vois pas dans nos universités. Oui. Moi, j'ai orienté mon fils pour faire génie mine. Je me disais que les mines vont être l'un des secteurs importants pour le décollage économique de mon continent. Il me dit, papa, mais tout le monde me dit que si on allait faire génie mine, pourquoi? Je lui ai dit, moi, j'espère que demain nous aurons des gens qui vont comprendre ce qu'il faut faire. Pourquoi je le dis? Il n'y a pas une orientation pour amener les enfants africains dans notre continent de maîtriser les questions métallurgiques, de la sidérurgie, des transformations de fer dans ces variantes, surtout en acier, et l'acier avec ces différentes autres variantes qui sont extrêmement importantes, avec les applications qui peuvent être dans les secteurs divers et variés. On ne voit pas. On nous dit que non, on va faire un chemin de fer qui va partir de cet endroit, on va exporter le chemin de fer pour ce minerai de fer pour le port de Crimée. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Donc, je crois sincèrement que le véritable problème des Africains, ce n'est pas de dire que les Américains se moquent de nous, ils nous donnent de l'aide, ils croient que c'est ça qu'on a besoin. Mais nous-mêmes, quelles sont les décisions stratégiques que nous prenons pour que nous soyons capables, nous-mêmes, justement, de dire quand quelqu'un vient se moquer de nous en disant de l'aide, d'accord. Ah, d'accord. D'abord, ce que tu nous donnes, c'est la rigolade par rapport à ce que tu donnes à l'Ukraine. Mais d'accord, mais prenons même ce que tu nous donnes. Mais on te dit que nous avons les techniciens pour le faire. Nous avons des jeunes qui peuvent bien, sur le plan administratif, bien conduire tout cela. Et troisièmement, en termes de remplacement au moins des pièces de rechange, on vous informe que nous avons des usines sur place qui sont capables de fabriquer ces pièces-là. Voilà, là on va commencer au moins à comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Mais non, on croise le bras. Et puis, évidemment, quand les Américains vont venir, ils vont donner un puits d'eau potable à se déplacer à l'extrême nord. Dans l'immédiat, patient parfum d'homme, on fait quoi? Puisqu'il n'y a pas toutes ces conditions qui sont réunies. Il n'y a pas un leadership conséquent, il n'y a pas ce patriotisme-là, il n'y a pas d'expertise. On a l'impression que nous sommes dans un contexte permanent de besoin. Oui, malheureusement. Mais c'est pour ça que je parle de la vacuité de ces dirigeants. Ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas à leur place. Et c'est pour ça qu'on a beau dire, même la Russie va venir, même la Chine va venir avec son aide. Si nous restons dans cette mentalité-là, d'éternel assisté, je peux vous dire que rien ne se fera. Il faut que l'Afrique ouvre les yeux et prenne ses responsabilités. Nous avons des jeunes qui sont capables de maîtriser, n'est-ce pas, cette technique et cette technologie. Oui. Il suffit tout simplement qu'on organise la société en termes de centre d'acquisition de connaissances et qu'on oriente justement cette jeunesse dans ces secteurs importants. Mais ce n'est pas ça qui se fait. Ce n'est pas ça que nous voyons. Nous continuons à voir les gens qui font... On dit aux gens, allez faire marketing. C'est-à-dire que vous faites du marketing sur quelque chose que vous ne fabriquez pas. C'est terrible ce qui est en train de nous arriver. Dans nos propres richesses, ils iront ailleurs, transformer ailleurs, et quand ils vont revenir, nous comme le simple bail, excusez-moi l'expression purement camerounais, nous serons là en train de faire du marketing, de ce qu'on a pris chez nous pour aller transformer ailleurs. Donc marketing de quoi? Tu ne comprends pas très bien. Donc je dis aux dirigeants africains, attention, le monde ne nous attend pas. Votre attitude est une attitude de complicité avec ces gens-là, cet ordre impérialiste qui ne veut justement pas qu'en Afrique, il y ait des capacités, n'est-ce pas, endogènes d'acquisition de connaissances pour transformer totalement notre espace. Je prends toujours l'exemple d'un pays qu'on appelle l'Indonésie depuis un certain temps, parce que c'est horrible ce qui se passe. Ils ont 400 millions d'habitants. Mais allez voir ce qui se passe en Indonésie. Allez voir ce qui se passe en Indonésie. Vous ne pouvez pas m'expliquer que l'Afrique ne peut pas le faire. Que c'est impossible pour les Africains. Si nous ne nous prenons pas en charge nous-mêmes, nous serons d'éternels assistés
et aujourd'hui les déplacés de guerre, c'est à l'extrême nord, je suis prêt à parier que c'est d'autres zones, même dans le sud, même ce que vous appelez le pays utile, dans le sud de nos différents pays, où il y aura encore des déplacés de guerre, et il y aura toujours ces dons-là qui vont arriver, parce que, soi-disant, nos élites, nos dirigeants, ne veulent pas voir le monde tel qu'il existe, ils continuent d'être dans le confort qui est le leur, dans le train de vie de nos États, qui sont complètement en anachronisme total avec la réalité de ce que nous vivons. C'est pour ça que je continue de dire, nous avons un véritable problème. Ce ne sont pas les États-Unis, ce sont nos propres dirigeants qui ne veulent pas comprendre que le monde ne peut pas nous attendre éternellement. Voilà.